Ariela m'avait demandé de vous montrer un peu l'architecture, vu que beaucoup de gens, beaucoup d'architectes pensent à Tokyo comme une ville d'architecture, et on va voir les grands architectes, les Pritzker Price, les prix Pritzker et autres. Voilà ce que c'est qu'en fait Tokyo. L'architecture, les architectes, des gens comme moi, comme certains d'entre vous, ne font que extrêmement peu de choses dans cette ville. Et voilà essentiellement ce que vous voyez de cette ville. Donc c'est chaos bien sûr, mais surtout une architecture qui est très banale, qui est pas faite d'ailleurs, qui est pas dessinée par les architectes et qui est d'une grande banalité, parfois très laide, bâtiment par bâtiment, mais qui donne ces petites rues, cet aspect de village, qui est une des qualités de Tokyo. Voilà ce chaos urbain, qui est le chaos dont je viens de vous parler, le paradoxe de la loi formant le chaos. Et ces grands monuments d'architecture, qui par ailleurs existent, ce sont les gymnases olympiques de Tokyo, faits par Tanguy en 1964, et c'est deux magnifiques choses. Et aux merveilles, vous avez ici deux choses assez étonnantes. De nouveau, l'axe, le grand axe de la rue Omotesando ici, qui n'aboutit sur rien. Et ici, une chicane, et on va pénétrer dans le grand parc de Yoyogi, et on va aller jusqu'au sanctuaire de Meiji, qui représente l'empereur Meiji. Et vous avez par ailleurs ici le grand gymnase de Tanguay, et vous avez un axe virtuel, pensé par Tanguay, qui va, et qui est une virtuelle totale, hein, personne ne le voit, qui va traverser et qui va aller jusqu'au Meiji-Jingu. C'est le débat japonais des années 50-60 sur monumentalité, sens de la communauté, qui était également lié au Team 10 et au dernier congrès des Siam. Ce rapport au monument représentant la communauté. Et dans l'esprit des architectes modernistes ou modernes, c'était l'application de ce principe. Le rapport entre le grand signe, le grand empereur qui amène la modernité au Japon, et le grand événement des années 64, les Jeux Olympiques, et l'affirmation du Japon sur la scène internationale. On est en 64, le Japon réémerge, comme la Chine a utilisé les Jeux de Pékin, c'est la même chose. Et donc ça, en fait, cet axe virtuel, même s'il n'est absolument pas vu, est une sorte de manière de lier l'ancien au moderne et de créer ces structures finalement en partie absentes de la ville. Voilà le bâtiment. Voilà d'autres bâtiments. Alors ça, c'est un bâtiment qui n'a pas de sens particulier. C'est un bâtiment très célèbre, le Prada de Herzog de Meuron. Une très belle chose. Il n'a pas le sens qu'avait le bâtiment de Tanguay. Voilà. Il est superbe. Un point important sur ce bâtiment, c'est qu'en fait, l'architecture se développe aussi dans les centres, les lieux commerciaux. Et l'architecture fait la marque. Moi, ça m'a beaucoup frappé au Japon. C'est-à-dire souvent, il n'y a même pas le nom de la marque. C'est le bâtiment, c'est l'architecture qui fait marque. Et ça, c'est une particularité de Tokyo, à mon sens. Et notamment dans les secteurs les plus dotés, les plus commerciaux. Oui. Parce que là, on est dans le secteur de la mode, une des grandes rues de Tokyo. Et effectivement, il y a toute une rue qui est construite dans les bâtiments les plus connus, sont construits par des grands architectes, dont Herzog de Meuron. Il y a des architectes japonais aussi. Et donc, c'est une rue de la mode avec effectivement ces pépites d'architecture, mais qui sont liées à un contexte d'aujourd'hui, un contexte commercial, et un contexte effectivement de l'image, ce qui n'empêche pas que ce sont des bâtiments extrêmement bien réussis et bien dessinés. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. C'était la nôtre. C'est une gare qu'on vient de rénover. C'est une des premières gares de Tokyo. C'est de 1912. Et en fait, ce que nous avons fait, on peut avoir ça, c'est-à-dire l'objet qui se montre. On peut avoir la chose qui ne se montre pas. C'est-à-dire qu'on rénove une gare en dessous, on crée au-dessus, poser un café qui est souvent entre les lignes de chemin de fer. Et vu de haut, on voit le bâtiment. En fait, dans la réalité, le bâtiment disparaît dans le continuum urbain. Il est simplement une plateforme qui va permettre de voir la ville. Donc l'idée derrière ça, c'était au contraire, par exemple, de Herzog de Meuron avec le bâtiment Prada, qui est de montrer une marque, de montrer un bâtiment, de montrer une œuvre. Là, c'était de travailler dans la ville. L'oubli, le bâtiment qui disparaît. Ça n'empêche pas, voilà, et le bâtiment à l'intérieur, il disparaît aussi, parce que quand on est dans le bâtiment lui-même, on ne voit pas le bâtiment, et on ne voit que la ville, les trains qui passent. On est à 1 mètre du train, donc c'est un café dans les chemins de fer, hein, dans les infrastructures. Et donc le bâtiment n'existe pas à l'extérieur, n'existe pas de l'intérieur, il est vraiment dans le continuum urbain.
Voilà aussi le même bâtiment, avec ses voûtes en béton très monumentales, et l'ouverture sur la ville, sur Akihabara, qui est un quartier un commerce extrêmement lumineux le soir. Pardon. La même maison de tout à l'heure, ça c'est les maisons japonaises sont très connues, ça c'est une maison qu'on a faite nous, mais c'était pour montrer, c'était très défensif par rapport à la ville, très défensif, et en même temps, les gens qui habitent là, habitent surtout, la pièce principale se trouve en haut, sous les combles, et en fait les gens ne veulent pas voir leurs voisins, mais ils veulent voir le ciel, et ils veulent voir la ligne de le fêtage des toits. Donc ils sont liés à la ville, en même temps ils ne sont pas liés à la communauté. Ils sont indépendants tout en étant dans la ville, puisqu'ils la voient, mais ils en voient seulement les silhouettes. La même maison, qui est celle donc des prospects dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, on montre quand même donc cette intériorité qui se crée en rentrant sous la coque qui flotte et qui va à l'intérieur protéger la personne du contexte. Voilà, à l'intérieur, on ne verra quand le store est relevé, on ne voit que les toits, les fêtes des voisins et le ciel. Voilà une des dernières choses, les grandes choses de Tokyo pour moi. La gare de Shibuya, qui est cette espèce de chose informe qui infuse en sous-sol, hein, comme une sorte de rhizome, tout le quartier sur lequel va se construire ce qui est en coupe là, donc une infrastructure de transport, un centre urbain, c'est un centre de tri urbain, c'est-à-dire que les gens aboutissent à cette gare, changent de ligne. Donc ce sont ces pôles d'urbanité qui sont ces urbanités, ces pôles d'urbanité, ces centres, centralité, mais linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, sur toute la grande circulaire autour de Tokyo, il y a ces pôles. Donc on est dans la centralité multiple. Et ces pôles, maintenant, sèment vers l'extérieur, sur les radiales. Voilà. Donc vous avez la première zone de centralité qui se trouve en chapelet, et ensuite les chapelets échappent vers l'extérieur. Et voilà ce que c'est dans la réalité, c'est-à-dire quelque chose de complètement informe, qui est le résultat des prospects, le résultat des interactions entre divers opérateurs, car vous avez une ligne de train ici qui était autrefois, qui est la ligne donc, qui passe tout autour, hein, c'est la circulaire, qui était une ligne publique. Et à l'intérieur, ici, vous le voyez, vous en avez un là, un métro ici, vous en avez deux, vous en avez un deuxième ici, vous en avez un troisième ici, qui sont là des lignes privées d'opérateurs différents. Une des grandes qualités de Tokyo, une des grandes réussites de Tokyo, c'est que les opérateurs japonais, qui sont des opérateurs qui construisent la ligne, qui construisent le magasin terminal, le grand magasin, ça c'est un grand magasin, hein. Ils construisent, c'est les mêmes gens qui construisent le grand magasin terminal qui arrive donc sur la circulaire, construisent le bâtiment, construisent la gare, construisent la ligne et vont effectivement, comme on a pu le voir à Paris, au Vésinet-le-Pec, vont construire sur tout le long de la ligne des urbanisations en banlieue. Donc ils maîtrisent tout le processus. Ils maîtrisent le processus de la gare, où ils ont, et jusqu'en banlieue, donc l'habitat, le moyen de transport, le lieu d'achat éventuel la nourriture, des vêtements, etc. Donc ils maîtrisent le processus total, et ils viennent se greffer sur cette ligne qui, elle, est publique, ou l'était, ne l'est plus. Et la grande chose, c'est que vous avez différents opérateurs. Et ces différents opérateurs, ce sont finalement qui sont des concurrents, ce sont finalement plus des concurrents à mesure où le système est intégré. On change d'opérateur, un peu comme avec un téléphone portable, où brusquement on se balade et puis on passe à un autre opérateur, sauf que quand on passe à un autre opérateur, moi qui viens du Japon, je le sais, ça coûte très cher. Et quand vous êtes... Il n'y a pas de tarification unique, ça c'est une chose qu'on ne connaît pas. C'est très surprenant. C'est pas un forfait, c'est-à-dire qu'en fait, il faut sortir de la gare et racheter un ticket. Oui, non. Sort de la Yamamoto. Donc ça quand même, ça démolit un peu le... Parfois oui, mais surtout, oui, la plupart du temps, on ne sort pas. On est dans le même train qui change d'opérateur. Et c'est là que réside la grande chose. C'est que, mais par contre, vous payez votre ticket, c'est-à-dire vous payez 2 fois l'entrée. Vous ne payez pas finalement vous payez un peu du linéaire de transport, mais vous payez aussi à chaque fois, sans le savoir, le droit d'entrée. Vous restez dans votre métro, dans votre train. Ça, c'est une des grandes choses. Donc, là, on est dans l'ordre. On est dans ce qui n'apparaît pas, mais c'est cet ordre sous-jacent derrière. C'est que ces opérateurs multiples arrivent à se connecter de façon à ce que le réseau soit conséquent, le réseau soit intégré.
Ça, c'est cet espace c'est ce que ça donne de manière complètement informelle. C'est une place, c'est l'espace public japonais qui n'a pas de forme. C'est pas la place de la Concorde. C'est pas dans le classique, mais on pourrait faire des places modernes et on en fait. Donc l'espace public n'est pas maîtrisé de la même manière puisqu'il n'a pas le même sens. L'espace public, c'est un espace qu'on traverse. C'est pas un espace dans lequel on vient s'affirmer, dans lequel on vient faire aujourd'hui un peu plus, mais faire des manifestations. On vient aujourd'hui un peu bien sûr, mais au départ non. Voilà ce que c'est que les centres urbains, surtout au centre même, près de la gare, près du nœud ferroviaire, du nœud de transport. Vous avez le grand magasin ou les grands magasins, et ensuite vous avez toute une zone autour relativement concentrique, mais c'est un peu informe aussi, de commerce. Ça va tout est vrai commerce, mais du commerce normal au commerce du sexe, à toutes les variétés possibles de commerce, et aux zones de bureaux, bien sûr, que ça dessert. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est pour revenir aux premières photos, c'est ces grands espaces de nature qui est une nature réurbanisée et qui en même temps sont des énormes césures dans la ville. Vous voyez bien que là, on est dans une ville, la ville de Kawasaki. On traverse la rivière, on est dans la ville de Tokyo. Et cette césure fait environ 500 mètres de large, c'est quand même important. Et sur 40 ou 50 km de long, vous n'allez avoir que des terrains de sport, des terrains vagues, des terrains sur lesquels les gens peuvent, en été, ou même les municipalités en été, font des feux d'artifice. Donc, vraiment un des lieux forts de l'urbanité urbaine, de l'urbanité de Tokyo, japonaise, alors qu'on est, vous allez voir, voyez la taille de la chose. On est, là c'est du baseball, mais à côté il y a du football, et à côté il y a pas de golf, mais il y a du rugby. Et puis, par ailleurs, vous voyez aussi ces zones-là qui sont là. Là, c'est pratiquement de la friche, oui. Et vous avez là les digues de chaque côté. Parce que ça, je l'ai vécu parce que j'habitais tout près, vous pouvez avoir, lors de ces grandes tempêtes d'été, des crues en une nuit de 5-6 mètres d'eau. Et ces 500 mètres de large vont se remplir de 6 mètres d'eau. L'eau va arriver pratiquement au niveau de la digue. Donc vous avez ces orages, ces précipitations invraisemblables que vous donne le Japon, car on a une plaine côtière très faible, ça tombe sur la montagne et c'est tout de suite apporté sur le bassin. Et donc une des façons d'y répondre, c'est la berge, et la berge a pour effet de séparer fortement les deux villes, ou les deux pans de ville, et de créer cet espace tampon, qui est à la fois un espace tampon. Ah oui, ça absorbe l'inondabilité. Il y a quand même des crues qui font des dégâts ailleurs que là, mais ça, effectivement, ça permet effectivement de contrôler. Alors, il n'y a peut-être pas la cause centenaire, mais les crues décennales, oui. Je vais terminer. Voilà ce que ça peut donner aussi, ces espaces de ludiques. Là, c'est des gens en été qui font des barbecues. Bon, voilà, je vais terminer là-dessus. Et sur la dernière chose, qui est le futur du Japon, qui est le grand débat qui agite surtout les architectes, mais aussi les urbanistes, c'est le débat entre, vu que le Japon, qui a une population d'environ 130 millions, va perdre 40 millions de gens dans les 30 ou 40 années à venir, on sera vers 2000, les projections, ce sont vers 2070, 2060, d'avoir 80 millions de gens. Donc le Japon va perdre une bonne partie de sa population pour des problèmes de démographie, des problèmes de natalité, de faible natalité. Le grand débat, c'est Shrinking City en anglais, donc la ville qui implose, qui se rétrécit, certainement sur ces centres urbains qui sont les centres autour des gares, parce que là, il y a une ligne là, hein, une infrastructure. Et là, vous avez ce grand continuum urbain, à moitié agricole, à moitié urbain, les grandes structures naturelles. Et c'est de savoir si on va avoir le mitage qu'on a là, qui est en fait un environnement que je trouve personnellement très agréable. Je ne suis pas du tout contre le mitage. C'est une ville chère, mais c'est une ville qui n'est pas désagréable. Elle est chère en infrastructure, mais c'est une ville qui est d'abord appréciée par les Japonais. Et le débat, c'est de savoir quand cette population va vieillir, des gens qui ne peuvent plus se déplacer, qui peuvent mal se déplacer, comment on va faire? Est-ce qu'on va et ils seront moins nombreux, est-ce qu'on va les ramener sur des centres? Est-ce qu'on va les laisser dans ce continuum urbain qui va être donc dépeuplé? C'est le grand débat du Japon. À la limite, je dirais plus que le post-Fukushima, et de savoir comment on gérera la nouvelle catastrophe. On en parle bien sûr, on en parle même beaucoup,
Je crois que le grand débat, c'est plutôt la dénatalité, la différence de la population qui diminue, qui vieillit. Ce sont des grands débats. Le débat sur le nucléaire, sur le post-Fukushima étant, entre guillemets, plus ou moins réglé, car le gouvernement japonais va sans doute relancer les 50 et quelques centrales nucléaires qui étaient arrêtées depuis 2 ans, depuis 2011. Et je crois... Ariel m'a demandé de parler un peu de post-Fukushima. Moi, personnellement, mais je ne suis pas le seul, même si je ne suis pas un fan du nucléaire, je ne vois pas exactement comment aujourd'hui l'économie japonaise peut faire l'économie du nucléaire, même si je ne suis pas moi-même un partisan du nucléaire. Et c'est ce qui se passe. Le Japon est dans une période économique difficile. On va faire repartir les centrales nucléaires parce qu'elles vont permettre tout simplement, d'empêcher le Japon de payer une facture absolument invraisemblable qui mine son économie, qui mine son futur en achat simplement d'énergie à l'extérieur. D'autant plus que le Japon n'a quand même pas fait sa révolution énergétique et on parle relativement peu encore aujourd'hui du développement durable. On en parle, mais ce n'est pas encore une réalité aussi forte qu'en Europe. Voilà. Ah oui, une dernière image. Bon, je passe. Voilà ce que c'est que la ville japonaise, le mitage. Moi, je trouve cette image très belle. Voilà, le débat dont je viens de vous parler. Et pour ceux que ça intéresserait, on voit en très petit un site qui est le site qui va avec mon livre. Et vous avez le nom du site qui est en accès à tout le monde, voilà, qui est www.tokyofiction.com. Voilà, je vous remercie.